Jérôme Hamon, donc scénariste. Moi j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler en finance de marché jusqu'à ce que je m'aperçoive que c'était pas du tout ça que je voulais faire de ma vie. Donc j'ai tout arrêté et je me suis tourné vers la bande dessinée. Voilà, et David, je te laisse te présenter. Bonjour, David Taco, et du coup moi j'ai toujours dessiné. J'ai pris quelques années avant de vraiment choisir ce que j'allais faire. J'étais un peu dans le cinéma d'animation, le jeu vidéo, mais j'ai eu envie, par le biais de ma rencontre avec Jérôme, de me lancer dans la BD pour pouvoir raconter des histoires qui me plaisaient, qui étaient personnelles et qui ne demandaient aucune vraie structure de société. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à collaborer et que notre projet de Green Class est né. Donc, voilà. Sur les réseaux sociaux en fait. Voilà. J'ai vu le travail de David, j'ai trouvé ça vraiment super chouette. Et du coup, non, pas Tinder, pote. Voilà. Et ouais, c'est comme ça qu'on a fait. Et c'est marrant parce que David au début parlait que d'animation. Et je lui disais, ouais, l'animation c'est génial, moi aussi je trouve ça vraiment dingue. Mais c'est vrai qu'en bande dessinée, on a une liberté qu'on n'a pas dans l'animation. Et c'est vrai qu'on a pu le voir tous les deux quand on a monté ce projet-là, où on nous a laissé complètement libre de le développer comme on le sentait. Quoi. Clairement. Non, pas. Green Class, comment ça vous est venu l'idée? C'est en fait tout simplement à travers un événement qui s'appelle Inktober, où le but est de dessiner une illustration à l'encre par jour pendant le mois d'octobre. J'ai créé en fait toute une troupe de jeunes dans un univers de survival. Et en fait, c'est à ce moment-là que, à la fin, après cet événement, Jérôme et moi, on s'est dit, on aime bien leur personnalité, on aimerait bien écrire une histoire avec eux. Et c'est là qu'on s'est concentré un peu sur l'écriture et qu'on a ensuite présenté le projet, quoi. C'est gentil. Ouais, en fait, ça a été une vraie volonté de notre part, vraiment à tous les niveaux, quoi. David, quand il a passé un mois à créer les personnages, je pense que c'était vraiment un luxe qui s'est donné de développer ces personnages et de passer un mois à les développer. Et du coup, c'est vrai que toi, moi, quand je t'ai rejoint sur le projet, tu étais déjà hyper attaché aux personnages. Oui, clairement. Tu avais déjà vraiment commencé à développer leur personnalité. Et après, au niveau narratif, on a continué à aller là-dedans. On aurait pu se dire, ok, les personnages, ils sont là. Maintenant, on va faire notre histoire. On les met dans une histoire un peu bateau. Et puis, ils sont un prétexte à se faire dérouler l'intrigue. Et en fait, on a toujours essayé de s'éloigner de ça pour vraiment rester dans un récit intimiste, en fait. Où on a toujours placé les personnages au cœur de l'intrigue, quoi. Et c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il y a des fois on avait envie, naturellement les ressorts scénaristiques font que on a envie de prendre l'histoire d'un côté un peu plus large, un peu plus haut avec, je sais pas moi, si c'est l'armée, de prendre le point de vue de l'armée qui arrive et qui voit tout ça. Et nous on a voulu rester à l'échelle de nos persos qui sont des adolescents et qui découvrent en même temps que le lecteur, quoi, au final. En termes de narration, nous on est bercé par vraiment la narration japonaise à travers le manga, etc. Pour ce qui est du genre, évidemment, il y a énormément d'œuvres déjà dans le genre, comme évidemment The Walking Dead, qui nous ont servi de base, mais plus pour essayer d'en prendre le contre-pied, en fait, essayer de faire quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et c'est là que nous est venue cette idée d'infecter, déjà de personnage principal qui était infecté. Et qui a évolué au sein du groupe et qui pouvait créer des tensions au sein du groupe. C'est un point de vue que en tout cas moi j'avais jamais vu dans ce genre d'histoire et qui nous a vraiment botté tous les deux dès le début, quoi. Ouais, en fait on a regardé, on a vraiment au niveau du genre dans lequel on se trouvait, le survival horror, on s'est dit comment on peut retourner le genre, comment on peut modifier les codes, comment on peut surprendre le lecteur. Et du coup, on a trouvé que, à la fois en prenant une infection, ou des infectés qui étaient très différents des zombies classiques, et en prenant un point de vue qui était différent aussi, c'est-à-dire le point de vue d'enfants, d'adolescents dont un des adolescents est infecté. Du coup, on se retrouvait complètement dans quelque chose de nouveau, et dans lequel finalement, on n'a pas tant que ça puisé d'influence ailleurs, à part au niveau de la narration, ce qu'il dit encore une fois dans le manga ou les séries animées. Parce que finalement, c'est assez nouveau, donc en fait, on n'avait pas vraiment de référence auxquelles
se référer pour regarder un petit peu ce qu'ils faisaient. On arrivait dans quelque chose de nouveau en fait. C'est très délicat parce que c'est aussi l'un des mystères plus ou moins de la trame principale. Mais clairement, il y a un message d'écologie, mais aussi de manière très générale de tolérance. C'est-à-dire à travers la nature, à travers les malades, à travers les gens différents, tout simplement. C'est ça qui est le moteur en fait, de notre narration. Et évidemment, l'écologie, vu que les infectés sont des êtres végétaux, entre dans l'équation, quoi. Après, on a voulu regarder, encore une fois, prendre du recul par rapport à l'antagonisme et à se dire, ok, donc les infectés, qu'est-ce que c'est habituellement? Et là, on a voulu prendre encore une fois le contre-pied de ça et de se dire que finalement, le point de vue sur un infecté, est-ce que c'est un être inférieur à l'homme ou est-ce que c'est juste un être différent? La nature, en fait, juge pas, en fait. Et on s'est mis du point de vue de la nature. On s'est dit, et si en fait les infectés étaient vraiment l'équivalent des hommes et que c'était juste les hommes qui les voyaient comme des êtres dangereux et inférieurs parce que par peur en fait. Ouais. Donc c'est vraiment la tolérance qu'on a voulu placer au centre de l'histoire, quoi. Et après l'écologie, bien sûr, on a voulu se baser en fait pour les infectés sur le modèle végétal, à la fois pour l'aspect et aussi pour le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu se retrouver dans une histoire genre de zombies où les zombies étaient sans personnalité, étaient complètement indépendants les uns des autres. Là, on a voulu se placer beaucoup plus, encore une fois, du point de vue végétal, en se disant, et si en fait les infectés réagissaient comme une seule et même entité d'un certain côté. Et si, comme les arbres, par exemple, on commence à découvrir, on commence à parler, plutôt ça fait longtemps qu'on le sait, mais on commence à parler de l'intelligence des arbres, en montrant que finalement les arbres arrivent à communiquer entre eux pour faire progresser, pour se protéger et pour la survie de l'espèce. Et on s'est dit en fait, et si on était face à une infection qui crée une frange de la population qui soit comme ça en fait. On ne s'est pas fixé un nombre de tomes précis, on part sur une série, on ne sera pas sur une série à rallonge. Vraiment, comme le premier tome en fait, on a envie vraiment de rester dans quelque chose d'hyper qualitatif, de ne pas diluer en fait le nombre d'informations qu'on souhaite mettre dedans. On ne sait pas, probablement au moins 3 ou 4 tomes. Après, on verra encore, on voit à peu près où on veut aller, on voit très bien où on veut aller, mais on ne sait pas exactement comment on va y aller. C'est ça. Et c'est marrant, c'est que plus on développe l'histoire, plus on a envie de prendre le temps sur les personnages. Qu'il y a des choses à dire, et plus on s'aperçoit que pour y arriver, ça va nous prendre du temps parce qu'on veut encore une fois pas prendre de raccourcis. Et on ne veut pas négliger les personnages non plus. Et on ne veut pas négliger les personnages. Je vais répondre en premier, moi. Non ? Vas-y. Moi, c'est pas une... plus ou moins une... Ah non, il y en a 2. On est obligé d'en dire qu'un, c'est ça ? Ouais, c'est 2 en plus qui sont assez différents. Le premier, c'est mangaka, Urasawa. Je pense que Jérôme il va me rejoindre là-dessus. C'est sa manière de construire des histoires, en fait, clairement. Et puis même dans l'aspect technique, quoi. Et l'autre du comics, Sean Murphy aussi, voilà. Je savais que... C'est pour ça que t'as voulu parler en premier. C'est pour ça qu'on s'aime bien, c'est parce qu'on a les mêmes influences en même temps. Allez, à toi. Ouais, c'est pareil, c'est vrai que quand on voit Urasawa, quand on voit ce qu'il arrive à faire, je sais pas, au niveau narratif, il y a une densité, il y a une maîtrise du découpage qui est absolument dingue, quoi. Et du coup... Voilà. Après, Sean Murphy, pareil, à la fois au niveau esthétique et au niveau narratif. Quand on voit le dernier Batman qu'il a fait, on se dit mais c'est juste dingue.